Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Nous allons commencer cette émission avec des revendications d'enfants. Bah oui, je les ai sous les yeux et je cite « Nous en avons ras-le-bol, nous, enfants, d'être perturbés pendant les 2 mois d'été avec des cahiers de vacances qui nous rappellent au quotidien que le bagne n'est pas loin. Est-ce que nous donnons aux adultes du travail de vacances, hein ? Vous qui voulez de la liberté et de la démocratie, il faudrait peut-être commencer par nous, les enfants. Disons stop aux cahiers de vacances. La France libre, c'est pour les petits et pour les grands. D'ailleurs, on vous souhaite la bienvenue dans la France libre, une émission du CNTFCH avec Philippe, avec Jean-Pierre, avec Iota et avec Bruno et avec vous, messieurs, dames. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir les amis. Bonsoir à tout le monde. Alors sur les cahiers de vacances, j'ai une remarque. Moi, j'ai gagné un concours du plus beau cahier de vacances à la rentrée scolaire quand je devais avoir 7 ou 8 ans. En fait, on était 2 à avoir bossé, quoi. Et il y avait celui de mon collègue et moi, et j'avais fait les plus beaux dessins. Donc, je suis reparti avec le premier prix. Donc, ça, c'est la seule fois où j'ai gagné quelque chose grâce au cahier de vacances, au devoir de vacances. Voilà. Je vois que tu l'as bien vécu. Ça n'a pas été peut-être le cas de tout le monde. Ah, bah voilà, ouais, j'ai dû faire un frustré parce que je suis parti avec le plus gros livre, un gros livre d'un album de Mickey, et l'autre était beaucoup plus petit. L'autre était frustré, ouais. Ouais. Bon, allez, on va faire vite parce que Iota nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Nous allons évidemment parler de démocratie. Avant cela, l'actualité en images et on revient juste après. Minutes de colère ou dans une grosse frustration, vous fabriquez tellement de cortisol dans votre corps que ça devient un poison. Et du coup, le cerveau humain, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une armée complète qui s'appelle les défenses immunitaires pour dégager le cortisol à travers essentiellement les urines et les glandes sudoripares. 5 minutes de colère, 5 heures. Pendant 5 heures, vos défenses immunitaires sont réduites à néant parce qu'elles se chargent de dégager ce poison de votre corps. Et pendant 5 heures, vous êtes aussi à fleur de peau. Tu t'engueules avec Dupont au boulot à 15 heures. Tu penses que c'est terminé, t'arrives chez toi, il est 19 heures. Et ta femme va te regarder et te poser la question qui tue. Ça a été ta journée aujourd'hui ? Et là, tu sais pas pourquoi, tu vas t'énerver pour rien. Non seulement elle va prendre cher, mais en plus toi, tu repars pour 5 heures. Alors il y a aussi une autre difficulté avec le cortisol, c'est que le cortisol en fait, naturellement il est dans le sang, donc s'il est dans le sang, il monte au cerveau. Et vous savez ce que le cortisol il fait dans le cerveau ? Il tue les cellules de l'hippocampe. Et l'hippocampe il a pour fonction de remettre les choses au calme, de calmer le jeu. Plus je suis en colère, plus je suis frustré, plus je suis énervé, et plus je suis en train de fabriquer un système qui va faire que je vais être de plus en plus énervé, frustré, en colère. Un principe, c'est que le cortisol stocke les graisses. À chaque fois que vous fabriquez trop de cortisol, vous fabriquez de la cellulite. Quand je m'énerve encore plus et à la fin, je deviens une bombe humaine. Est-ce que tout cela a été prévu par la nature, c'est-à-dire l'être suprême, Dieu pour ceux qui y croient ? Ou bien est-ce que c'est encore un plan des affreux qui nous mettent dans des situations impossibles pour utiliser la chimie du corps et mieux nous tuer ? Je pense que Emmanuel Macron devrait être le premier à écouter ça, parce que je pense que lui, c'est un exemple parfait de quelqu'un qui dégage beaucoup de cortisol. Tout à fait. On lui souhaite longue vie, bien entendu. Bonsoir et bienvenue à toi, Iota. Nous allons développer ce sujet ce soir, les cyniques contre les démocrates, et je te laisse évidemment expliquer tout ce que cela veut dire. Alors, les amis, les cyniques, c'est pas ce à quoi nos gouvernements vous ont fait penser à l'ouverture des JO, par exemple. Petit exemple. Non. Évidemment, c'est un mouvement qu'on ne connaît pas très bien, les cyniques. Et pourtant, il est beaucoup plus connu que ce qu'on s'imagine. Disons qu'il n'est pas d'actualité aujourd'hui, mais à l'époque, il était très très fort d'actualité. Donc, à l'époque de Socrate, dans ses conversations avec les gens de la ville et tout ça, il créait des étudiants qui le suivaient à peu près partout dans la ville, juste dans l'intérêt d'écouter son discours et d'essayer de comprendre, puisque son discours était basé sur des questions philosophiques. Et donc, Socrate, durant toute sa vie, a créé plein d'étudiants, et le plus important, c'est Antisthenes, qui lui, a vraiment mordu à l'hameçon.
Et donc, il a décidé qu'au décès de Socrate, il allait créer une école de cynique. Euh, Pourquoi le cynisme? Le cynisme, à la base, c'est un quartier à Athènes, donc le mot cynique provient du nom de ce bâtiment. Et donc, par la suite, a été utilisé, hein, même vous les Français, vous l'utilisez, le mot cynique. Et donc, il crée cette école à Athènes, une école de cynisme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, une école de cynisme? Et pourtant, le meilleur élève d'Antisthène, eh bien, ce fut Diogène. Diogène que vous connaissez tous, évidemment. Je parle de Diogène, celui qui a demandé à Alexandre le Grand du fond de son tonneau de se retirer de son soleil. La phrase de Diogène, très très connue sur toute la planète et dans toutes les langues. Donc, Alexandre le Grand lui pose une question et Diogène le cynique lui répond euh, pour moi, il est plus important que tu te tires de mon soleil. Et donc voilà un peu pour vous mettre un point de départ dans cette école de cynique. Oui, Philippe? Et juste une question, est-ce que le mot cynique recouvre le même champ en français qu'en grec? Et est-ce qu'on peut rapidement rappeler ce que c'est que le cynisme? Eh ben oui, mais c'est ce que je suis occupée à faire, Philippe. Très bien. Le mot cynique veut dire exactement la même chose en français. Et cette école cynique, donc, elle s'est créée sur une base de philosophie à une époque matérialiste. Donc, on est en pleine démocratie et en pleine confrontation avec l'oligarchie, qui sont donc les deux systèmes politiques appliqués. Et à cette époque-là, ils étaient très clairement différenciés l'un de l'autre. Et en plein milieu de ces deux mouvements politiques, eh bien, on a les cyniques qui débarquent à Athènes à travers Diogène et tous les autres philosophes cyniques, évidemment. Eh bien, c'était un mouvement qui se basait sur la recherche spirituelle de chaque personne. Et chaque personne devait combattre toute sa vie d'abandonner le matériel pour conquérir le spirituel. Donc, leur base essentielle était que il ne fallait absolument s'attacher à rien, mais absolument à rien de matériel. Pour expliquer ce mouvement, évidemment, et qui a eu une telle ampleur à l'époque, ben on sait que tous les cyniques au départ, tous les philosophes cyniques, étaient très riches, dont notre Diogène aussi, qui est né à Sinope, donc au sud de la mer Noire. Il est de famille très très riche et il est même très politisé. Mais bon, écoutant les paroles d'Antisthène et de Socrate, il abandonne toute sa fortune et part à Athènes. De Athènes, il a tout un voyage où il va donc rechercher cette spiritualité. Il sera même vendu comme esclave à Corinthe et il reviendra par la suite à Athènes. Et donc, qu'est-ce qu'on retient de tous ces philosophes cyniques? C'est que c'était des gens très, très riches, avec des grandes fortunes, qui ont tout abandonné pour courir les rues, les villes, pour expliquer aux gens qu'il fallait se détacher du matériel et s'accrocher au spirituel. Pour vous dire à quel point ce mouvement fut très important à cette époque-là, c'est que ils ont beaucoup influencé le christianisme et donc l'abandon des richesses pour la recherche de la vie spirituelle. Et donc, eh bien, tout le début du christianisme s'inspire de ces cyniques, en définitive, et aussi toute la vie monastique que certaines personnes, que ce soit des femmes ou des hommes,
vont vivre dans des monastères. Et donc, on se rend compte au départ que ce mouvement-là avait une très, très grande influence. On est donc quelques 100, 200 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, et donc on peut considérer que le christianisme et l'abandon de ses biens matériels est influencé par les cyniques à Athènes. Et donc on sait, oui Philippe? Et est-ce qu'il n'y avait pas d'autres religions plus orientales qui disaient à peu près la même chose, à peu près au même moment? Je pense au bouddhisme, je pense voilà, Prince Siddhartha, etc. Non, il a dû y avoir influence, hein, mais Bouddha ne donnait pas la philosophie d'abandonner tous ses biens, puisque le Bouddha, il est quand même représenté, c'est un bonhomme tout rond, ça veut dire qu'il mange bien, ça veut dire... Les cyniques, à côté de Bouddha, ils étaient carrément maigres, ils n'avaient rien. Et il se baladait dans la rue. La seule connotation qu'on pourrait donner avec le bouddhisme, c'est que effectivement, les cyniques étaient nourris par les citoyens. Donc, comme sont nourris aujourd'hui les moines bouddhistes par les populations. Et donc, effectivement, oui, si tu veux, Philippe, on peut y mettre, je n'ai pas recherché aussi loin que ça pour y trouver des racines, mais je suppose qu'elles ont été jusque là-bas. L'autre influence qu'il faut dire de la part des cyniques, c'est qu'ils étaient totalement apolitisés. Ça veut dire que la démocratie, l'oligarchie et tout ça, c'était des choses qu'il fallait bannir. On ne pouvait pas organiser un système politique et être cynique. Ce n'était pas possible. Il fallait complètement s'abandonner. La seule loi qui existait, c'était la loi de la connexion avec la nature, puisque c'est ça le plus important pour les cyniques, c'est de garder un contact permanent avec la nature. Et donc, eh bien oui, Philippe, ils étaient contre la démocratie à fond. Ils ont combattu Et, les démocrates. et Oui, oui, puisque la démocratie copie la nature, si les cyniques sont contre la nature, ils sont contre la démocratie. oui. C'est ce que tu Non, voulais mais dire. ils étaient contre toute forme de pouvoir. Si tu veux, on peut les associer un peu à des anarchistes, mais ils étaient contre toute forme de pouvoir. Une personne doit être capable de se gouverner elle-même et qu'elle n'ait aucune personne, ni à côté ni au-dessus, qui va lui dire ce qu'elle doit faire. C'était totalement à l'opposé et contraire à la philosophie des cyniques. Et donc, ce n'était pas simplement, tu vois, être contre la politique ou une politique plus douce ou plus dure. C'était contre toute forme de pouvoir. Donc, même de la part des religieux, même de la part des politiciens, même de la part des uns sur les autres, tout simplement, on ne peut se permettre de gouverner quelqu'un d'autre. On doit passer sa vie à rechercher notre essence avec l'élément nature et quelle est notre fonction dans cet élément nature. Et donc, c'est une recherche personnelle, c'est une quête à la spiritualité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que, étant donné que les gens à l'époque ne voulaient pas se séparer de leurs biens matériels qu'ils venaient justement d'acquérir grâce à la démocratie, puisque on sait quand même qu'à l'époque de la démocratie, tous les Athéniens sont montés d'un cran dans leur fortune. Et donc, Cynique. les cyniques, merci Philippe, les cyniques, ils allaient en ville parce que leur principal... ils ne pouvaient pas quitter la société. Ils devaient se retrouver au milieu de la société et expliquer aux autres qu'il fallait qu'ils se détachent
comme Jésus l'a fait durant toute sa vie, donc aller dans les pays et dire aimez-vous et arrêtez d'organiser des cités politiques qui vous mènent à la guerre à la fin. Et donc, ce mouvement, l'air de rien, à cette époque-là, a quand même influencé par la suite tout un christianisme que nous allons garder pendant 2000 ans encore jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les cyniques ont perduré? À mon avis, ils ont perduré parce que, comme ils étaient très riches et qu'ils avaient fait preuve d'abandon de leur fortune chacun, eh bien, ils sont devenus crédibles par rapport aux autres. Et donc, en continuant aussi la philosophie de Socrate, ils ont réussi à constituer un mouvement qui était à la base de beaucoup d'influence à cette époque-là. Et c'est comme ça que les cyniques nous sont arrivés à travers Diogène. Et aujourd'hui, je pense que les Olympiades à Paris ont voulu utiliser un petit peu ce côté cynique. Attention, donc on fait la différence entre cynique et provocation. Ce n'est pas la même chose. La provocation, c'est un acte qu'on fait dans certaines conditions et à certains moments, tandis que cynique, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la personne et c'est quelque chose sur lequel il base sa vie quotidienne, matérielle et spirituelle. Et donc, le cynisme on pourrait dire une provocation perpétuelle, puisque Alors, oui, oui. Yota, je voulais, par rapport à ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'apparaît complètement contradictoire, c'est que c'est un petit peu comme les ermites qui vivent isolés de la nature, mais qui soi-disant vivent en contact avec la nature. Or, la nature, elle est par définition démocratique. En plus de ça, si on veut justement évoluer spirituellement, c'est pas en restant enfermé dans une grotte ou dans un tonneau qu'on peut évoluer spirituellement. Il faut être en contact avec les gens, avec les autres. C'est comme tous ces gens qui se disent mystiques et qui vont s'enfermer dans un coin et pour essayer de méditer. Ils vont passer leur vie à méditer, mais ils font rien pour la société. Alors à quoi ça sert d'être vivant sur Terre si on n'est pas là pour intervenir et faire quelque chose avec les autres dans la vie en société? Donc il y a une grosse contradiction là dans leur Oui, mais façon c'est ça de le penser. cynisme. C'est ça le cynisme, Bruno, c'est que un anarchiste, par exemple, pourrait quitter une société et aller à côté en créer une autre. Il pourrait parfaitement créer une nouvelle société en se disant, bon, ben, on va s'organiser entre nous sans avoir de gouvernants et on va s'organiser d'une certaine manière. Eh bien, les cyniques, ils pouvaient pas faire ça. Ils devaient rester au milieu des gens. C'était, euh, c'était ça, en fait, la contradiction qui a fait que ils ont perduré. Et moi, évidemment, au début que j'ai connu les cyniques, je n'ai pas adhéré. Je n'ai pas adhéré à leur philosophie, puisque d'abord, évidemment, j'ai plus adhéré à la démocratie dans la mesure où la démocratie nous permet quand même d'organiser nos communs, déjà. Alors dans Dire le qu'on ne se christianisme, trimballe pas tous comme des clochards sur la planète, tu vois. oui, Oui, mais c'est sûr que ça a influencé le christianisme parce qu'en fait, si on vraiment on lit vraiment les textes officiels du christianisme, on s'aperçoit que Jésus n'a jamais été contre les riches. Il a simplement dit aux riches qu'il fallait partager un peu de ce qu'ils avaient pour pouvoir que les pauvres soient moins pauvres. D'ailleurs, Joseph d'Arimathie, un proche de Jésus, c'est lui qui a donné son tombeau à Jésus, c'était un riche de Jérusalem. C'était un ami à Jésus, hein. Donc en fait, là aussi, il y a une contradiction. Et la contradiction, elle est encore pire, parce que actuellement, soi-disant, le christianisme est fait pour les pauvres, pour aider les pauvres et pas pour s'enrichir. Alors pourquoi le Vatican a 60 000 tonnes d'or en réserve? Bonne question. parce que c'est des cyniques, Bruno. Le pape est cynique. On ne peut pas le.
Mais vous voyez à quel point, quand des personnes très riches abandonnent leur fortune et créent un mouvement, vous voyez qu'il peut y avoir une influence. Et effectivement, même à l'époque de Jésus, beaucoup de riches romains ont abandonné leur fortune pour suivre la parole de Jésus et tout ça. Donc on sait très bien que c'était très courant à cette époque-là. Mais donc, il prouvait que le matériel, on n'allait pas l'emporter avec nous en quittant la Terre. Et donc, il fallait continuellement chercher à faire une reconquête de soi-même. Par contre, moi, évidemment, j'ai préféré la démocratie parce que comme on fait son lit, on dort. Et donc, une fois qu'on a fait son lit et qu'on a dormi, après, on peut se permettre, si on veut, de devenir cynique ou de devenir quelque chose d'autre. Mais dormir dans la rue tout le temps, parce que ça, c'était quand même le dada des cyniques, ils devaient se balader dans l'extrême pauvreté et se balader dans la rue et montrer aux autres qu'il ne fallait absolument s'attacher à rien de matériel. Mais donc, vous voyez que les différences de philosophie sont énormes et que malgré tout, ces cyniques ont influencé toute la période qui va suivre par après et même influencé l'histoire de Jésus et des monastères et des moines comme ils vont vivre par la suite. Alors, Iota, on a vécu à travers la télévision l'ouverture des Jeux Olympiques dont tu as déjà parlé tout à l'heure, mais qui a marqué beaucoup d'esprits en France et dans le monde entier, puisque c'était diffusé dans le monde entier. Alors, en quoi est-ce que une action qui peut être considérée comme, dans un premier temps, provocatrice, se révèle-t-elle cynique, c'est-à-dire plus que provocatrice? Eh bien, là, il y a désacralisation, hein, que ce soit Jésus ou les dieux de l'Olympe auxquels étaient destinés. Donc, les Jeux Olympiques étaient organisés d'ailleurs par les rois au départ pour honorer les dieux. Et donc, ici, entre la provocation et le cynisme, j'opterais plus pour le cynisme, puisque ici, on présente Dionysos, alors que c'est un des dieux les plus importants de la Grèce, qui est le dieu du vin, de la gaieté, du théâtre. Donc, un dieu très important qui n'a jamais été vulgarisé, qui n'a jamais été provoqué. Alors que ici, dans les Olympiades, on nous le présente. Sous la forme de Je Monsieur ne vais Catherine. pas vous expliquer, hein, puisque vous avez vu l'ouverture. Mais oui, Donc là, on désacralise ou on blasphème. Est-ce que ça serait plutôt le mot blasphème en l'occurrence? oui, ce serait plutôt le mot blasphème avec du cynisme, parce que les Olympiades, ça fait quelques millénaires quand même qu'elles existent. Et voilà, je veux dire, utiliser le cynisme pour annoncer une nouvelle période. La nouvelle période où c'est c'est Satan qui va nous gouverner bientôt. Effectivement, là, on peut parler de cynisme et puis on ajoute au cynisme les milliards investis quand même dans ce genre d'événements. Et c'est quand même plein de cynisme puisque les Français moyens n'ont pas de travail, et ils sont tous au chômage et à côté de ça, on a une vie avec des milliards qui sont donnés. Ben voilà, vous avez le meilleur exemple, 1,5 milliard pour nettoyer la Seine qui n'était pas nettoyée. Bon, je ne pense pas que toutes les personnes qui ont organisé les Jeux Olympiques l'ont fait par esprit de provocation. Je pense qu'ils sont là-dedans, ils vivent là-dedans et ils veulent nous faire passer
cette manière de penser, donc de provoquer, de désacraliser, de ridiculiser. Bien, dans tout ça, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de poésie, il n'y a rien du tout, et donc on peut parler de cynisme qui va au-delà de la provocation. Si on veut de l'amour et de la poésie, ça on peut s'adresser à Jean-Pierre, et justement, Jean-Pierre essaye de s'adresser à nous. C'est à toi, Jean-Pierre. Merci. Euh, je me pose une question, Yota. J'ai l'impression d'assister, comme pour presque toutes les plus belles inventions humaines, à une récupération politicienne pour faire n'importe quoi d'une idée qui pourrait paraître intéressante. Oui. Oui, Jean-Pierre, mais ça, c'est ça la désacralisation, hein, c'est de reprendre des idées anciennes ou des mouvements anciens ou des vies anciennes et de les ridiculiser aujourd'hui. Alors, pour ma part, je fais la différence entre se détacher et se priver. Se détacher, ça veut dire ne pas attacher plus d'importance que ça au fait d'avoir de l'argent dans son porte-monnaie, mais c'est pas pour ça qu'on n'en a pas et qu'on peut pas payer un médecin ou un aliment qui nous soit favorable. Voilà, il y a une grande différence entre se détacher et se Bien priver. sûr. Entre se détacher, eh bien ça c'est le fondement de base des cyniques. Il faut se détacher. Il faut absolument se détacher du matériel. Il ne faut pas, euh, si en tout cas pas se détacher, en tout cas pas s'attacher à des choses matérielles. Et donc ça, c'était quand même la mission la plus importante qu'ils avaient tous dans cette école, c'était de montrer, et d'ailleurs même Alexandre le Grand a répondu à Diogène, quand Diogène lui a dit retire-toi de mon soleil, Alexandre le Grand lui a répondu, si je n'étais pas Alexandre le Grand, je serais comme toi, Diogène. Ça veut dire qu'il aurait fait abstraction de toutes ces richesses pour suivre le même chemin que Diogène. Donc ça voulait dire que même que des grands maîtres à penser, évidemment, là Philippe va être heureux, le principal opposant aux cyniques, c'était qui, selon toi, Philippe? Quelqu'un qui soit démocrate, peut-être Démocrite, je sais pas. Non, du tout, c'était notre ami Platon. Ah, d'accord. Alors à Platon l'époque, n'était pas démocrate. À l'époque, les réunions étaient joyeuses puisque les cyniques passaient leur temps à dénigrer Platon, qui lui était de l'oligarchie, évidemment, qui était antidémocrate. Donc Platon, à un moment donné, il a essayé de retrouver des connivences avec les cyniques, mais ça n'a pas marché du tout, puisque les cyniques étaient antidémocrates, mais aussi anti-oligarques, et surtout anti-oligarques, puisque c'était des personnes très très riches qui ont abandonné leur richesse. Et donc, quand les riches à Athènes ne voulaient pas les écouter, on les appelait même les chiens, parfois ils mordaient, on disait. Donc, ils obligeaient. Et donc, Platon a été mordu plusieurs fois dans plusieurs conversations. Et donc, le principal opposant à ce mouvement, c'était notre ami Platon, qui lui prônait exactement tout à fait le contraire. Donc, si nous n'avons pas le matériel, eh bien, notre vie n'est pas garantie d'être dans la douceur et dans la beauté et dans la poésie. Donc voilà, on a deux philosophies qui s'opposent, on en a même trois ici, donc on a la démocratie, l'oligarchie et les cyniques, et ceux qui ont le plus perduré dans le temps, ben, c'est les cyniques. Alors, est-ce que c'est une vertu, finalement, d'être cynique? Euh, alors là, il faut placer les contextes, hein, Philippe. Évidemment, être cynique au milieu d'une ville, ce n'est pas la même chose qu'être un cynique au milieu d'un village. On n'a pas le même contexte. Dans une ville, par exemple, être cynique, eh bien,
c'est le clochard qui reçoit des coups de pied parce qu'il n'a pas réussi à suivre le rythme de la société. Mhm. Dans une ville, il est très difficile de vivre et d'essayer de convaincre les autres qu'ils doivent abandonner ce matérialisme. Tandis que dans les plaines, les campagnes et tout ça, évidemment, la conversation se prête plus facilement et bon, dormir, mon Dieu, ben, aussi le contexte soleil-pluie, hein, puisque en Grèce, ils pouvaient se permettre de dormir dehors à cause du climat. En Europe du Nord, je ne sais pas où les cyniques pourraient évoluer, puisque tout le travail de base se fait dans la rue, dans la nature et toujours une recherche de retour à la nature. Donc, il faut voir les contextes, soit urbains, soit de campagne, soit de soleil ou de pluie ou de neige, pour pouvoir appliquer cette philosophie-là. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors, si j'ai bien compris, les cyniques étaient plus proches des démocrates que des oligarques, enfin, de ce qui a été appelé les oligarques. Oui, j'étais tout à Euh, fait contre. voilà, et parce que en fait, leur philosophie me paraît tout à fait louable au départ, hein. Euh, et puis c'est pas incompatible puisqu'ils étaient pour la nature et que visiblement les démocrates n'étaient pas contre la nature, ils voulaient juste décider ensemble, ce qui est tout à fait naturel en plus. Oui. Mais les cyniques étaient contre toute forme de gouvernement, Jean-Pierre. Hmm. Que ce soit démocrate ou oligarque, il fallait que les personnes se gèrent elles-mêmes, elles doivent toutes être capables de se... Ça sous-entend évidemment un niveau de conscience très élevé qui fait abstraction de tout ce matériel et qui peut évoluer évidemment, mais c'est toujours très difficile à placer au milieu d'une ville, dans le froid. Voilà, il y a toujours des conditions extérieures qui font que la démocratie, par exemple, le fait qu'elle s'occupe des communs et qu'elle laisse la spiritualité après à la personne, donc à partir du moment où elle a accompli son devoir citoyen et qu'elle sait qu'elle va avoir un lit pour dormir, puisque les cyniques, ils ne savaient pas où ils allaient dormir le soir, hein. Ça pouvait être chez quelqu'un, comme ça pouvait être en dessous d'un banc. Donc voilà. Donc, c'est Iota, le refus total d'être gouverné par quoi que ce soit. Iota, il ne devait pas y en avoir beaucoup qui soient mariés parce que sinon, avec une famille et 7 enfants, ça aurait été un peu plus difficile de gérer sans démocratie. Ils ont tout abandonné, Bruno. Ils ont abandonné richesse, femmes, enfants. Ils ont tout abandonné. Et ils étaient combien ces gens-là? Alors, ça, c'est ces questions qui sont un petit peu en forme de savonnette, hein, mais combien est-ce qu'ils représentaient une partie significative de la population, par exemple, à Athènes, ou bien est-ce qu'ils étaient très Non. marginaux? Voilà, quoi. Non, mais ils représentaient une partie significative des riches, hein, puisque c'est les riches qui étaient beaucoup plus attirés par ce genre de philosophie. Donc suite à ça, on a, comme eux-mêmes l'ont fait d'ailleurs, on a plusieurs riches qui ont laissé tomber leur fortune pour suivre les cyniques. Maintenant, on ne peut pas parler de population, hein, puisqu'on n'a pas calculé à cette époque-là combien. Donc, on parle à partir de la mort de Socrate, donc, et par la suite de la création de l'école parentistane. De ces philosophes-là, on en connaît certainement une trentaine qui ont continué cette philosophie. Quant aux étudiants et tout ça, c'est toujours très difficile à savoir, hein, puisque ils se sont étalés. Il y en a qui sont partis en Égypte parler de ce phénomène. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres villes-États. Donc, c'est très difficile de rassembler, puisque ce n'est pas politique. Comme la démocratie, on savait, il y avait autant de citoyens. Donc, oui, Philippe?
Oui, donc, autre question, est-ce que parmi les cyniques modernes, tu en connais, mais sans, non pas forcément en donnant son nom, mais tu en connais qui ont donné leur fortune pour adhérer à cette philosophie? Non. Donc, Non. est-ce que le sens du mot cynique n'aurait pas un peu glissé avec le temps pour être l'inverse d'une vertu, c'est-à-dire un défaut, devenir un défaut, ou, après être passé à la moulinette du XVIIIe siècle européen, par exemple, philosophique, moulinette philosophique, et que plus personne n'ait envie, ni besoin, ni envie de donner sa fortune pour quelque raison que ce soit. Donc ce cynisme-là aurait-il été soluble, je ne sais pas, dans le matérialisme du XVIIIe siècle, par exemple? Ce qu'on constate en tout cas depuis l'époque, donc 2500 ans, hein, on peut faire un survol de cette histoire. On constate que plus on avance dans nos sociétés, plus nous nous attachons au matérialisme. Alors, ça Donc, me fait penser à une pensée de Coluche qui disait montrez-moi de quoi vous avez besoin et je vous expliquerai comment vous en passez. Alors, C'est facile d'être cynique, c'est facile, c'est un luxe d'abandonner ses richesses. Mais quand on n'a pas un rond, je vois pas ce qu'on peut abandonner. Hein. oui, c'est ça. Et surtout qu'à l'époque, il y avait plus de gens qui n'avaient pas un rond qu'aujourd'hui. Mais Aujourd'hui, il y a plein de gens qui risquent de se retrouver demi-cyniques, c'est-à-dire ben, à la rue, sans rien du tout, avec soit un petit peu de spiritualité, mais parce qu'ils l'auront pas voulu. Hein. oui, oui, c'est ça. Je veux dire, la direction qu'a pris notre société et surtout cette télévision et tous ces objets et tout ce qu'on a et toute cette mondialisation. On n'est plus du tout, on n'est plus du tout dans un esprit spirituel. On est complètement. On sait très bien que c'est l'argent, le nerf du monde, et que ben, si on se retrouve clodo au milieu d'une ville, on sera même maltraité par les autres. Là, c'est plus de la provocation, c'est du cynisme. Mais on constate en tout cas que de nos jours, on va vers plus de matériel. Euh, et c'est pour ça que nos gouvernements adoptent plus de cynisme pour nous gouverner. Donc on leur donne la main, on leur donne le marteau pour nous taper sur la tête. Puisque si on veut tous des voitures, des télévisions, des bons matelas, de la bonne cuisine, si on le veut tous, à un moment donné, c'est clair qu'il va y avoir confrontation. Et donc, comment se détacher de ce matérialisme aujourd'hui où, en fait, la caverne de Socrate, qu'on appelle la caverne de Platon, mais qui est la caverne de Socrate, eh bien, on y entre de plus en plus au lieu de sortir et s'échapper de cette histoire-là. Et donc avec les ordinateurs, les télévisions, déjà c'était le début, mais les ordinateurs et tout ça, avec tout ça, on a tendance à rentrer encore plus dans la caverne plutôt que de rechercher euh, une nature qui serait plus à côté de nous et plus spirituelle. Tu veux dire par là que nous sommes en pleine allégorie de la caverne? Oui, nous, au lieu de nous préparer à sortir de cette situation, on y entre encore plus. on Et le parle aussi de problème, c'est cynisme. que dans notre société, de plus en plus de gens voudraient pouvoir avoir une réflexion sur la vie, pouvoir philosopher. Le problème, c'est que ils sont poursuivis en permanence par le fait qu'il faut arriver à finir les fins de mois et à déjà avoir les besoins matériels de base. Parce qu'il y a deux sortes de besoins matériels. Les besoins de base, et puis il y a les besoins superflus, ce qu'on peut s'offrir quand on n'a pas forcément vraiment besoin. Et le système est fait de telle façon que les gens courent après déjà les besoins de base sans avoir le temps de s'occuper des besoins superflus. C'est Tu, pour ça que nous, au Conseil national de transition français canal historique, on a mis en place la RVB, ressources vitales de base, à partir de 16 ans, qui permettra à toute personne de pouvoir bénéficier d'un revenu de base de minimum calculé à peu près 1 500 € dans la future monnaie,
qui permettra à chacun déjà de satisfaire ses besoins de base et de pouvoir se permettre de luxe de réfléchir sur sa vie philosophiquement, etc. Parce que c'est vrai que les gens courent après la consommation, mais on s'aperçoit que souvent ils sont pris dans le système et parce que déjà ils n'arrivent pas à assouvir leurs besoins de base. Donc après c'est un petit peu comme une drogue. Eh ben, ils essayent absolument dès qu'ils ont quelque chose de pouvoir consommer, consommer, consommer et sans réfléchir intelligemment à ce qu'on peut faire. Mais bon, Bruno, ce qu'il faudrait voir dans notre société, c'est justement remettre des choses gratuitement. L'eau, on ne devrait pas la payer. Certaines choses, on ne devrait pas les payer. Et donc, continuer à rechercher de l'argent pour pouvoir payer ces ressources de base qui vont être de plus en plus chères. Donc, on parle d'eau, d'électricité, de gaz et tout ça. Euh, ils ont, ils peuvent, on peut avoir autant d'argent qu'on veut. À un moment donné, on est obligé de changer de paradigme et de dire, voilà, eh bien, l'eau, ça devrait être gratuit. Ça me semble plus que logique. Donc, il faut revenir à une politique. C'est pour ça que moi, je m'accroche à la démocratie. Parce que la démocratie, on s'occupe des communs et on manage ce qui est payant et ce qui est gratuit. Et ce qui manque dans nos sociétés, évidemment, c'est ce qui est gratuit. L'eau, elle vient du ciel. Aujourd'hui, Monsieur Nestlé est le plus riche du monde parce que on achète des bouteilles d'eau à travers toute la planète. C'est illogique. Je veux dire, on peut avoir autant d'argent qu'on veut pour acheter des bouteilles en plastique. Ça ne reste pas moins illogique qu'on doive payer ces choses-là. Oui, Jean-Pierre. Oui, j'ai l'impression depuis le début qu'il y a un glissement. Au départ, on commence avec Socrate, un philosophe qui probablement ne se privait ni de manger ni de dormir confortablement, mais qui exerçait ce que j'appelle le spirituel appliqué au monde terrestre. C'est-à-dire qu'on est heureux d'avoir, on est heureux de partager, on est heureux que les autres aient aussi. Ça, c'est du spirituel. Et c'est du spirituel qui est reconnu d'ailleurs par les peuples simples comme les Amérindiens, où tout est spirituel. La nourriture est spirituelle, le fait de se faire un tipi qui nous met à l'abri des intempéries, c'est un acte spirituel, etc. Et par contre, tout acte spirituel est basé sur le partage et sur le fait que tout le monde ait de quoi vivre. Et j'ai l'impression qu'il y a un glissement progressivement et après on arrive au cynisme qui fait que certains veulent priver les autres du minimum vital. Oui, mais ce n'est pas nouveau, ça, Jean-Pierre. Ça a toujours été, quand les peuples n'étaient pas assez obéissants, eh bien, le roi les punissait. On le sait très bien à travers l'histoire. Donc, effectivement, il y a un nouveau paradigme à créer là, hein, parce que si on continue dans ce rythme-là, on va améliorer l'oligarchie qui, elle, est cynique depuis le départ. Elle n'est uniquement que cynique puisqu'elle prétend qu'il y a des êtres supérieurs et des êtres inférieurs. Et qui a décidé qui et quoi, alors là, ce n'est pas politique du tout. C'est le divin. Et voilà. Donc, Et j'ai l'impression que ça peut même pas s'appeler cynique, puisqu'au départ, c'est se détacher soi-même des biens matériels, si j'ai bien compris, alors que l'oligarchie veut nous détacher de force, nous, qui oui, avons beaucoup moins des biens matériels, mais sans s'en détacher elle-même. Donc c'est ce que je pourrais peut-être appeler de l'anticynisme. ben, c'est Monsieur Schwab hein, qui dit vous n'aurez rien et vous serez heureux. Oui, il n'a pas dit nous, il n'a pas dit nous, hein. Il a dit vous n'aurez rien. Oui, 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 il a dit vous. Oui, mais on gagnera en spiritualité et on sera heureux. C'est ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. La méthode du bonheur racontée par Coluche. Alors, Coluche était un provocateur, hein. C'était pas un cynique. Coluche, il a même voulu s'investir politiquement et tout ça, donc on ne pourra pas le classer dans les cyniques. On peut par contre le classer dans les provocateurs. Ça, oui.
qui est un phénomène de mise en scène, si tu veux. Quand on veut provoquer quelqu'un, on sait qu'on est dans la provocation. Et donc, le fait que Coluche faisait des spectacles et tout ça, il avait effectivement envie de provoquer, mais il n'était pas cynique dans sa vie. Et pour l'avoir connu pendant 3 jours, je peux vous assurer qu'il n'était pas cynique du tout. Et il était bien organisé dans sa vie avec sa maison, ses chats, ses motos, sa femme. Donc, c'était pas quelqu'un qui... c'était un provocateur vis-à-vis du régime politique, oui, mais pas cynique. Un provocateur, il dénonçait également, surtout par la provocation, beaucoup de dénonciations de la part de Michel Colucci. Mais entre la provocation et le cynisme, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, la provocation, c'est une action qui se passe à un moment donné, qui est précise, qui est bien dirigée. Tandis que le cynisme, c'est un état un état mental de vie Permanent, oui. permanent et quotidien. Donc, on peut vraiment parler d'une philosophie de vie. Les personnes que l'on voit sur le bord du Gange s'élever spirituellement, est-ce que l'on pourrait s'imaginer qu'elles puissent être cyniques, puisque justement elles ont fait ce vœu de pauvreté et ne pensent qu'à la spiritualité? Elles suivent d'une certaine manière la philosophie cynique et elles ont peut-être même démarré chez les cyniques. Oui, quand on voit un yogi qui est depuis 10 ans dans un trou à ne pas péter un mot, mais pas une parole, pas une respiration, à prendre la nourriture énergétique et cosmique, oui, c'est du cynisme, hein, c'est l'abandon total de tout le matériel qui est autour de toi. Donc forcément, oui. Mais c'est pour ça que quand Philippe a proposé, j'ai dit faisons une émission comme ça, parce que vous allez chercher de votre côté et vous allez voir à quel point ce mouvement-là a influencé le monde. Évidemment, on n'en parle pas beaucoup, mais je vous assure que ça a existé. Travailler plus pour gagner plus, ne s'attacher à rien pour gagner en spiritualité, c'est à chaque époque son slogan ou sa spiritualité. Moi personnellement, je préfère ces quelques mots paix et liberté, évidemment, que l'on doit au Conseil national de transition français Canal historique. Merci Yota pour cet exposé, merci Philippe, Jean-Pierre, des remerciements également, Bruno aussi. Vous-même, messieurs, dames, eh bien rendez-vous juste avant le week-end, ce sera vendredi pour La France Libre, une émission du CNTF CH. Excellente soirée. Merci à tous.